Toute ma génération, celle des trentenaires donc, l'a découvert dans Récréa 2 aux côtés de Dorothée avec sa coupe au bol inimitable et ses petites lunettes rondes qui lui font un look d'éternel adolescent. Heureusement, sa carrière ne se limite pas à ses apparitions télévisées. Il est avant tout, et d'après son ami Wolinski, l'un des meilleurs dessinateurs au monde. Père d'un potage sympathique, le grand Duduche, son personnage fétiche né dans le magazine Pilote, et de la méchante Catherine, créateur du Beauf en 1976, ce dessinateur humoristique et caricaturiste politique de talent est devenu au fil du temps un véritable entomologiste de la société française, croquant les travers de ses contemporains en toute liberté et égratignant au passage la religion catholique. Cabu, bonjour. Dites donc, c'est une belle nécro, hein. Ça commence bien. Je vous appelais Cabu, votre vrai nom c'est Jean Cabu, et de votre nom de famille vous avez fait... J'ai coupé le T à la fin. Pourquoi? Parce que autrefois, il fallait des signatures qui aient l'air de pseudo, quoi. Mais moi, j'avais déjà un nom qui avait l'air d'un pseudo, donc j'ai enlevé la lettre finale inutile, quoi. Vous avez commencé le dessin très tôt et vous avez eu la chance d'être publié très tôt, mais même à l'âge de 15 ans, c'est totalement extraordinaire, dans un journal régional, certes, mais au moins on peut faire des erreurs. Écoutez, même avant, à 12 ans, j'ai eu un dessin publié dans le Cœur Vaillant, parce que j'étais Cœur Vaillant. Ça, on en reparlera d'ailleurs. Je ne sais pas si ça existe toujours, les Cœurs Vaillants. Ah, je ne suis pas sûre. Non. C'était les scouts des pauvres, on disait. C'est les scouts de la France d'en bas, à l'époque. Et il y avait un concours de dessin dans le Cœur Vaillant que j'ai fait et j'ai eu le premier prix. Voilà. J'avais à 12 ans. Et après, 3 ans plus tard, ce qui est quand même encore très jeune, on sort, non, on est en pleine adolescence, même on sort à peine de l'enfance, vous êtes déjà publié dans le journal Vous êtes de Chalon-sur-Marne et dans l'Union de Reims, vous êtes publié. Voilà. Et vous faites vos premières armes, vos premiers crayons, vos premiers dessins. Oui, et ça m'a beaucoup servi parce que j'allais aux réunions du conseil municipal de Chalon, je faisais des caricatures et c'est là où j'ai appris vraiment mon métier, si vous voulez. Comme c'était une société en réduction, une ville moyenne, quoi, et toute la société était là, en réduction. Et c'est là que vous vous êtes fait remarquer déjà par ceux qui allaient fonder Harakiri? Non, c'est plus tard. C'est en arrivant à Paris, j'allais porter mes dessins dans les journaux qui existaient à l'époque et qui passaient des dessins. C'était Ici Paris, qui avait 5 grandes pages de dessins, France Dimanche, ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Fred, le dessinateur de Philémon, qui ne dessinait pas encore Philémon. On a sympathisé. Et puis un jour, il m'a dit est-ce que tu veux faire partie d'une équipe qui est en train de se monter Il m'a présenté à Cavana et c'était les débuts de Harakiri. C'était en juin 1960. Et le premier numéro de Harakiri a démarré en octobre 1960. Voilà. Il y a un homme qui vous a peut-être inspiré cette vocation, c'est le dessinateur Dubout. On va montrer, tout de suite les gens vont remettre qui est Dubout parce qu'on va l'associer aux affiches de Marcel Pagnol. Et c'est vraiment en voyant ces dessins que l'envie vous est venue d'en faire un métier? Je crois. À 12 ans, je recopiais les dessins de Dubout. Pas simple. Non, justement. Et comme on voit au Louvre, vous savez, les apprentis peintres qui... Parce que dans ce dessinateur, il n'y a jamais une faute de dessin, vous voyez. Moi, je l'admire beaucoup. Je crois que tous les dessinateurs l'admirent. Wolinski, le premier. Et Wolinski a décidé d'organiser une grande expo pour le centenaire de sa naissance, parce qu'il est né en 1905 à Marseille. Une expo qui aura lieu à la fin de l'année à la Grande Bibliothèque. D'accord. Comme ça, la date est prise. Vous, on vous a aussi connu avec ce personnage que j'ai évoqué en introduction, le grand Duduche, qui est vous, adolescent en fait. Hein. Enfin, physiquement, il vous ressemble quand même. Les dessinateurs se dessinent, paraît-il. On ne le fait pas exprès. Hein. Ah bon, Philippe Gueluc, vous croyez qu'il ressemble à un chat? Non, mais voilà ce qui ressemble à ses dessins. Rézère, quand il courait, il ressemblait à Rézère. Ouais. Bon, c'est comme ça, oui. On se sert évidemment beaucoup de ce qu'on connaît. Moi, j'ai utilisé beaucoup de souvenirs de lycée. C'était des années heureuses. Après, j'ai dessiné des militaires. Là, c'était des années plus dures parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, malgré moi. Ouais, vous n'en gardez pas un très bon souvenir. Non, ça... Mais au moins, je suis parti en Algérie, je ne connaissais rien à rien.
en mars 58 et je suis revenu en juin 60, vous vous rendez compte, 27 mois après, et j'avais une conscience civique ou politique, comme vous voulez. Vous avez beaucoup égratigné l'armée d'ailleurs par la suite. Après, oui, parce que j'ai connu un adjudant que j'ai dessiné après, l'adjudant Cronenbourg. On l'appelait l'adjudant Cronenbourg parce qu'il était sous à partir de 9 h du matin. Vous voyez, donc tout sert, même les mauvais moments. Ouais. Et comment justement vous renouvelez, parce que chaque matin, il faut trouver des nouvelles idées quand même. Des nouvelles idées, un nouvel angle, un nouvel axe. Il faut se renouveler. Comment on fait pour que ce ne soit pas la panne sèche? Je suis comme vous, j'écoute la radio, je lis les journaux, puis l'actualité vous donne des nouvelles têtes. Même si c'est de l'histoire ancienne, moi je regrette par exemple, graphiquement je regrette Raffarin, c'était une caricature ambulante. Hein. Je regrette, comment elle s'appelait à l'écologie, Roselyne Bachelot. Vous voyez, c'est des personnages qui sont déjà dessinés. Vous avez aussi une autre facette qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui est celle du dessinateur itinérant. Vous avez fait déjà plusieurs pays, vous avez fait le Japon, la Chine, l'Inde récemment, l'Amérique aussi, l'Inde récemment. Et là, vous croquez, parce que votre patte aussi, c'est de croquer sur le vif. Oui. On pourra peut-être le voir tout au long de l'émission. Vous avez commencé à gribouiller un petit peu, excusez-moi pour gribouiller. Et c'est important pour vous de partir, justement. Oui, je vous ai dessiné en train de regarder le Dubout, là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est marqué? Micelle, illustré par Dubout. Par Dubout. C'est dommage, il ne l'a pas fait. Il ne pourra plus le faire, il est mort. Oui. Et justement, cette itinérance, elle est importante pour vous aussi de sortir de l'hexagone que vous croquez admirablement et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs? Oui, parce que le dessin permet de faire des tas de choses. Il y a de la bande dessinée, du reportage, de la caricature, du dessin animé. Enfin, j'aime bien faire un peu tout ce que permet le dessin, justement. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître tout au long de cette émission. Et dans la prochaine conversation, nous parlerons de votre enfance, du petit Jean Cabut. Merci beaucoup. Né à Chalon-sur-Marne en 1938, d'une maman au foyer très occupée à élever ses 3 enfants, et d'un papa, professeur aux arts et métiers, qui aurait préféré un fils ingénieur plutôt que dessinateur, mais bon, il a grandi le crayon à la main et l'esprit déjà rebelle. L'écrivain Daniel Pénac écrit que les enfants sont des énigmes lumineuses, et c'est à l'enfant qu'il a été que nous allons nous intéresser, non pas pour tenter de résoudre l'énigme, mais pour nous approcher de la lumière du petit Jean Cabut. Qui était-il, ce petit Jean Cabut? J'ai des vagues souvenirs, mais des bombardements de Chalon-sur-Marne, figurez-vous. Ça, c'était... Est-ce que vous êtes né en 1938? Oui, oui. La guerre a éclaté peu de temps après. Mon père n'était pas là, il était au front. Et ma mère me descendait dans la cave. Et j'ai encore dans l'oreille la terre qui tremblait. Parce qu'ils avaient bombardé le dépôt qui n'était pas très loin de la maison. Enfin, bon, c'est votre premier souvenir? Oui, je crois, oui. Là, c'était en 1942, donc je devais avoir 4 ans. Donc, vous voyez, j'ai déjà connu 2 guerres. Mais j'ai aucune médaille. Donc, c'était quoi votre question? Je vous demandais qui était le petit Jean. Je ne sais pas. Hein, il faudrait demander à mon père qui a 92 ans et qui est toujours très vert. Quel caractère on s'accordait à vous attribuer? Je crois que je dessinais déjà. Je dessinais très tôt. Je dessinais tout le temps. Alors, si vous dessiniez tout le temps, vous n'étiez pas très expansif, j'imagine? Non, si tout passe par le dessin. Voilà, je n'étais pas sportif, parce que je n'ai jamais été. Et je regardais sûrement la vie autour de moi pour la dessiner, quoi. Et vous l'expliquez comment, la naissance de cette vocation? Parce que, bon, d'accord, vous aviez un papa qui est Gazard, comme on dit, aux arts et métiers. Ça a pu jouer, ça, ou c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec papa? Non, c'était même un contre-exemple, puisque mon père est un matheux, plutôt, est un scientifique. Oui. Et c'est vrai qu'il a bien voulu avoir un ingénieur comme fils aîné, mais je l'ai contrarié, évidemment. Je dessinais. C'était pour pas faire plaisir à papa, en fait? Non, je n'ai jamais été en opposition avec lui, d'ailleurs, lui non plus. Enfin, il était un peu inquiet à une époque en me disant si on pouvait gagner sa vie avec des dessins, ça se saurait. Je le comprends très bien, quoi. Mais moi, j'ai pas eu de début difficile. Vous voyez,
j'estime que j'ai eu beaucoup de chance et que ça s'est fait tout seul, quoi. C'est vrai. J'ai pas... Beaucoup de mes amis dessinateurs ont bouffé de la vache enragée, mais moi, j'ai eu cette chance de gagner toujours un petit peu ma vie au début, et ça suffisait. Pour revenir vraiment à votre enfance, au petit Jean Cabu, s'il y a une odeur qui devait remonter de votre enfance, ce serait quelle odeur? Ah, l'odeur des madeleines, ça c'est vrai. Oui. J'ai toujours aimé les gâteaux. Hein. Et c'est parce que ma grand-mère, elle faisait des madeleines. Elles n'avaient pas l'air de madeleine, mais ça avait une drôle de forme. Mais c'était quand même de la madeleine, et je me rappelle de l'odeur de la madeleine, oui. Donc il n'y a pas que l'odeur des bombardements qui vous reste? Non, de la poudre. non, de la poudre, oui, oui. Ouais. Et je me rappelle aussi des soldats allemands qui défilaient dans Chalon-sur-Marne. Ça, c'était le bruit des bottes. Donc c'est des sons, hein, vous voyez, c'était... Je suis d'une époque d'avant la télévision. Alors, j'arrive pas à savoir si vous avez eu une enfance heureuse Oui, ou pas. Oui. Sauf quand mes parents m'ont collé chez les Cœurs Vaillants. Alors là, décidément. le contact avec la vie en communauté, ça m'a jamais plu. Vous êtes resté longtemps chez les Cœurs Vaillants pour que ça vous ait autant marqué? Non. Et puis à un moment, j'ai séché les Cœurs Vaillants. J'ai jamais séché le lycée, mais je séchais les Cœurs Vaillants parce que j'aimais pas du tout ça. Et justement, le lycée, vous étiez plutôt bon élève? Vous auriez pu devenir ingénieur si vraiment vous aviez voulu? Non, j'étais mauvais élève. Rebelle? À l'époque, j'ai eu le brevet seulement, j'ai pas été jusqu'au bac. Et avec le brevet, on pouvait entrer à l'école Estienne, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à Paris. Voilà. D'accord. Mais non, Mais je vous dis, je ne pensais qu'à dessiner, je dessinais mes profs, mais c'est l'itinéraire classique d'un dessinateur, je pense. On a tous été comme ça. C'est assez banal, si vous voulez. C'est pas... Simplement, moi j'ai eu la chance de vivre, de connaître une ville moyenne, dont je vous disais tout à l'heure, et que c'était un échantillon de la société. Il y avait tout, quoi, déjà. Le conseil municipal, c'était comme l'Assemblée nationale, où je suis allé plus tard. Et ça, c'était bien, c'était d'avoir vécu dans une ville comme ça, je pense. Mieux qu'à Paris, où c'est trop grand, quoi. Paris, pour un enfant, c'est trop grand. On se demande toujours comment un enfant peut jouer à Paris, c'est ça, peut grandir à Paris. Vous qui dessinez toujours en noir et blanc, si vous deviez mettre une couleur sur votre enfance, ce serait quelle couleur? Ah, ça serait rose, ça serait... Oui, c'est quand même... Parce que c'est aussi les années qu'on appelait comment ça s'appelait, les 30 Glorieuses, vous voyez. J'ai connu les 30 Glorieuses, et c'est vrai qu'on ne parlait pas de chômage. Il y avait après la Libération, il y a eu une espérance folle, quoi, de vivre mieux. Bon, et les gens savaient que leurs enfants vivraient mieux qu'eux, alors que maintenant, vous savez que c'est le contraire. Tout à fait, oui. Les gens croient, mais c'est aussi, il ne faut pas être défaitiste. Je pense que... C'est-à-dire que avec un petit peu d'écologie dans la vie, on pourrait être plus heureux, quoi. Voilà. L'écologie, ce sera un des thèmes que nous aborderons. Dernière question. Est-ce que le petit Jean, il serait fier de Cabu? Je sais pas. Mais oui, je pense que j'avais envie de faire ça. Et puis, le monde, évidemment, m'est apparu plus dur quand je suis arrivé à Paris qu'à Chalon-sur-Marne. Ça, c'était aussi les premières années à Paris, c'était dur quand même. Parce que, oui, j'étais un peu protégé quand même à Chalon-sur-Marne, dans une petite ville, avec mes parents, ma grand-mère, tout ça. Mais je me retrouve tout à fait, c'est pour ça que je me retrouve tout à fait dans les chansons de Trenet. Je crois qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Voilà. Pourtant, Trenet, il a vécu à Narbonne, donc c'était une autre latitude. Mais je trouve qu'il a magnifiquement parlé de la province, parce que finalement, j'aime beaucoup la province, même si c'est une province rêvée, parce qu'évidemment, il y a aussi le qu'en dira-t-on qui est terrible en province, et tous les désavantages, mais vous avez un univers justement plus douillet qu'à Paris, quoi. On peut terminer avec le joli petit dessin. Oui, une enfance rêvée. Alors, laissez-le un petit moment qu'on puisse le voir. Voilà. Vous êtes mignon en poupon. Oui, je ne sais pas si votre fils ressemble à ça. C'est une fille. C'est une fille, oui. Merci beaucoup, Cabu.
Ces dessins sur la religion catholique sont souvent très durs, voire totalement blasphématoires aux yeux des catholiques. Vous serez alors peut-être surpris d'apprendre qu'il a été élevé dans cette religion, mais comme on peut s'y attendre, il lui a tourné rapidement le dos. André Frossard, le journaliste et philosophe français, dit que l'histoire du monde est celle d'une interminable querelle de l'homme avec son Dieu ou avec l'idée qu'il s'en fait. Et c'est tout le sens de la conversation que nous allons avoir tous les deux. Avec Cabu, qui continue de dessiner, on vous présentera le dessin tout à l'heure. C'est vrai que vous avez été élevé dans une famille croyante et pratiquante, qui plus est. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé au catéchisme et jusqu'à 12 ans, j'ai dû croire. Mais pourtant, je me dis que petit, je n'accrochais pas aux contes de fées. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que qu'à un moment donné, je n'ai plus cru en Dieu. Vous avez tout mis dans le même panier, la religion, oui, le Père Noël, les contes de fées. Oui, c'est ça, oui. Un gros mélange. Le fantastique, le mystique et tout ça, c'est vrai. Je suis trop, peut-être cartésien ou ce que vous voulez, trop raisonneur. Moi, je suis toujours un peu surpris quand les gens disent qu'ils sont trop cartésiens. Alors, comment vous expliquez, par exemple, puisque Dieu n'existe pas hein, dans votre discours, comment vous expliquez la Terre, l'humain, le monde, la nature, ça, la beauté? On n'a pas encore l'explication, mais seulement votre explication n'est peut-être pas non plus la bonne. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous prouver que j'ai raison, vous ne pouvez pas me prouver que vous avez raison. Il vous arrive d'aller discuter avec, je ne sais pas moi, des prêtres, des sœurs, des personnages catholiques? Non, mais j'ai connu, ça ne m'empêche pas d'apprécier. J'ai connu un aumônier à Chalon-sur-Marne qui était un ancien résistant. C'était un type très bien, mais on ne parlait pas de religion avec lui, mais c'était un type que j'appréciais. Donc je pense que c'était quelqu'un de bien, mais je ne pense pas que sa croyance y soit pour quelque chose. Il se conduisait comme un homme, simplement. Et est-ce que vous avez rencontré, vous avez fait beaucoup de dessins sur Jean-Paul II, surtout le pontificat de Jean-Paul II, puis au moment de son décès aussi, je parlais de blasphématoire. Je pense que vous, ça ne veut rien dire pour vous, blasphématoire. Non, moi, j'ai des choses que je ne comprends pas. L'Immaculée Conception. Surtout, ce qui me choque, c'est la rédemption par la douleur dans la religion catholique. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne sais pas. Je n'ai peut-être pas eu... Pourtant, j'ai eu les clés, si vous voulez, puisque je suis allé au catéchisme. Enfin, oui, les clés de base, on va dire. Les clés de base, mais je n'ai pas adhéré à cette construction du monde et de l'au-delà, quoi. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'essayez pas d'en savoir plus, d'en discuter Si, mais regardez, la science, quand même, a expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait pas au Moyen-Âge, etc. Mais science et foi sont pas forcément, sont même pas du tout en contradiction l'un avec l'autre. Non, mais c'est pas très, c'est d'instinct, si vous voulez. C'est instinctif. Je veux pas. De même, vous, peut-être qu'au départ, vous avez fait ce pari. Je sais pas. Je sais pas. Le fameux pari de Pascal. Oui. Moi, j'ai fait le pari inverse, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de pari pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Et si vous perdez le pari alors et qu'il existe... Non, mais je crois que malheureusement, le néant, c'est ce qui nous attend. Et c'est vrai que c'est pas réjouissant. Vous avez de la chance de croire que vous avez peut-être un au-delà qui vous attend. C'est réjouissant. C'est plus réjouissant que de se dire que bientôt ça va se terminer. Mais malgré tout, ça me semble justement un conte de fées. Vous avez peur de la mort, de fait? Sûrement, comme tout le monde, oui. Ouais. Oui. J'y pense assez souvent, d'ailleurs. Parce que dans les dessins, on dessine souvent la mort. On dessine la mort de Jean-Paul II. Il y a tout le temps des morts dans l'actualité, donc bien sûr. Mais justement, la mort de Jean-Paul II, c'était un peu choquant pour un laïc comme moi, parce qu'il me semble qu'ils ont un peu tiré sur la corde, quand même, quoi. L'éternel débat. Ouais. Et à la vôtre de mort, vous y pensez aussi? Bien sûr. Bien sûr. Alors, non, mais surtout la déchéance, quoi. Il y a des dessinateurs qui dessinent bien jusqu'au bout, comme Sennep. Sennep, c'est un
dessinateur caricaturiste français de la 4e République. Vous voyez, alors jusqu'à 89 ans, il a bien dessiné. Et il y en a d'autres qui fatiguent quand même, comme Jacques Faisan en ce moment. Il est fatigué, il a 89 ans aussi. Donc j'aimerais mieux vieillir comme Sénèpe que comme Jacques Faisan. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste de vous, à part les milliers de Rien dessins? du tout, ça je m'en fous complètement. C'est vrai? Ah oui. Et qu'est-ce que vous allez dire? Alors, faisons le pari que Dieu existe. Je ne sais pas si vous allez arriver à concevoir ça. Ah. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez arriver face à lui? Ah là, je serais étonné alors. Et comment Ouais. vous le voyez, vous? Moi je le vois, s'il existe, il existe un peu comme Cavana, avec la barbe blanche en plus. Non Ah oui, c'est une caricature de Dieu en plus. Je suis Mais avec un alors, caricaturiste. là, hein. je lui dirais, écoutez, oui, chapeau. Je ne savais pas que vous existiez. Mais vous pensez qu'il y a un jugement dernier? C'est moi qui pose les questions. Ah oui, pardon. Dans cette émission. Ça, c'est vrai, quand on voit la chapelle Sixtine, c'est beau, quoi, mais c'est comme... c'est de la science-fiction, quoi. Mhm. Et si vous pouviez adresser une prière à Dieu, vous lui demanderiez quoi? Je sais même plus prier, je sais même plus si je sais encore Je vous salue Marie. Alors j'ai lu que votre précédent invité avait prié quand il était otage, et là c'est vrai qu'on ne sait pas. Ah oui, quand on a reçu Christian chez nous. Voilà. Mm. Si j'étais otage, peut-être que je me remettrais à prier. Mm. Mais vous voyez, il faut quand même être plongé dans un drame comme ça. Et c'est vrai que je vis plutôt dans la comédie, quoi. Je suis pas dans des drames, donc je ne sais pas comment je réagirais. On va terminer en... Vous l'avez terminé le dessin là? Oui. Ah oui, non, j'ai pas fini. C'est moi? C'est vous, ça. Qui priez pour moi. C'est Sœur Emmanuel en quelque sorte. Merci beaucoup, Cabu. Combattre la bêtise et les travers de la société par le rire. Mon invité sait mieux que personne appliquer cette formule avec efficacité. Si le dessin est son mode d'expression, l'humour est sa seconde nature. L'humour, forme originale d'esprit à la fois plaisante et sérieuse, qui s'attache à souligner avec détachement mais sans amertume les aspects ridicules, absurdes ou insolites de la réalité, et dont Stephen King dit qu'il est une colère maquillée. Est-ce que vous adhérez, Cabu, à cette définition de l'humour ou vous avez votre propre définition de l'humour? Non, c'est bien ça. Ça vous plaît, la colère maquillée? Oui. C'est vrai que c'est... Et aussi, Cavana, il dit que l'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. Mais c'est vrai que ça doit un peu réveiller parfois. Il y a quelque chose de violent hein, dans la définition de l'humour que vous Oui. avez alors. Non, un dessin, évidemment, vous avez droit à un seul coup, quoi. C'est un fusil à un seul coup, un dessin. D'où le fait que je parlais d'efficacité. Voilà. C'est la politesse du désespoir, tout ça c'est vrai. Mais aussi ce que disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, malheureusement. Voilà. Et quelle est la base d'un bon dessin? Un dessin qui va vous faire rire, vous, qu'est-ce qu'il doit réunir comme ingrédient? Ça c'est mystérieux parce que... qu'est-ce que ça pourrait être un bon dessin c'est une situation drôle, c'est le moindre de mots possible, c'est un condensé, quoi. C'est vraiment un résumé. Voilà. Il faut qu'on soit... c'est comme quand vous cherchez un titre, si vous voulez, puisque vous êtes journaliste, il faut condenser sa pensée. Bien sûr, si c'est difficile de trouver un titre. Voilà. Et les dessinateurs ne sont pas mauvais pour trouver des titres parce qu'on a l'habitude de ramasser notre pensée comme ça. Vous arrivez tout de suite à savoir quand vous dessinez, vous, si c'est un bon dessin qui pourrait être publié ou si vous le mettez directement à la poubelle? Ou vous avez besoin du regard d'une autre personne? Non, je vous dis franchement, ça m'arrive rarement de rire. Si, les rares fois où je ris, une fois que le dessin est fini, bon, je me dis que c'est à peu près un bon dessin, mais autrement, on doute quand même. Et quelquefois, on est étonné de la réaction des lecteurs qui vous disent « Ah, ça, c'était un bon dessin. Et puis d'autres dessins auxquels on tient passent inaperçus. Chacun a son humour. Hein. Et justement, y a-t-il particulièrement un humour à la française par rapport peut-être à un humour british, un humour belge? Oui, par rapport au nonsense britannique, bien sûr. On est plus cartésien, les Français. Hein, je reviens au cartésianisme. Et ça dépend aussi des journaux. Dans le Canard enchaîné, vous avez un humour qui est proche de la réalité. On
on doit coller à la réalité. Si on utilise une citation d'un homme politique, il faut que l'homme politique ait vraiment dit cette chose-là. Tandis que dans Charlie Hebdo, vous pouvez décoller davantage. Vous pouvez, Le journal pour lequel vous travaillez. voilà, vous pouvez imaginer ce qu'il va dire après. Mais on s'adapte un peu aux médias aussi. Oui, quand on dessine ou quand on écrit, je pense qu'on pense au lecteur, à qui on s'adresse, oui. Instinctivement, oui. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Vous pratiquez l'autodérision, vous? J'essaye, mais ma femme m'aide. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se connaît assez mal, d'ailleurs. Hein. On se connaît assez mal soi-même? Oui, mais même la caricature, puisqu'on se voit toujours dans une glace, on se voit à l'envers, donc on ne se connaît pas très bien. Ce qui m'étonne toujours dans la caricature, c'est avec 2 yeux, un nez, une bouche, c'est la variété de visages. 6 milliards de visages qui ne se ressemblent pas. C'est très rare que s'il y a les jumeaux, mais c'est ça qui m'étonne toujours, quoi. Et est-ce que vous pratiquez l'autocensure? Est-ce qu'il y a encore des sujets que vous sentez trop sensibles et vous dites non, là, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas traiter ça? Non, même je vous dirais, chez mes parents, j'ai vécu quand j'étais petit, donc, jusqu'à l'âge de 15 ans, la famille à côté, qui en était amis, il y avait un Mongolien. Et pour moi, moi je jouais avec lui et je crois que je ne faisais pas une différence, sinon qu'il ne comprenait pas tout, peut-être, notamment ce qui était écrit, peut-être. Mais c'était un copain pour moi. Et alors après, j'ai dessiné des Mongoliens, mais alors c'est impossible parce que j'ai reçu beaucoup de lettres en disant vous n'avez pas le droit de dessiner Mongoliens. Et il croyait que je me moquais de lui, d'eux en fait. Et c'était pour les mettre au niveau des autres, si vous voulez. Mais c'est pas passé. Mais c'est pas passé et peut-être que c'était maladroit aussi. Oui. Donc ça c'est un tabou. Les handicaps, on peut pas rire avec les handicapés. Pourtant j'ai connu des handicapés qui voulaient qu'on les prenne pour des hommes. Vous voulez qu'on les prenne aussi pour cible? Voilà. Pour non, les mettre au même pas niveau forcément, mais au non. même niveau, oui. Il disait, on peut rire de nous aussi. Mais c'est délicat à faire, c'est vrai. On sait tous que vous avez un fils qui est connu, oui. Mano Solo, qui malheureusement a le sida. Est-ce que vous arrivez, vous, à prendre de la distance par rapport à ça et à faire des dessins sur le sida? Ou c'est trop violent pour vous? J'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Mais ça va mieux maintenant parce qu'il va bien. La trithérapie a bien fonctionné pour lui. Donc il a repris du poids et il est en bonne forme. Parce qu'il faut le voir en scène, il se dépense. Hein. Mais quand on est touché personnellement par un vrai problème... Ben oui, il y a 15 ans c'est arrivé. Oui. Donc oui, c'était pas marrant à l'époque. Et avec une mort programmée. Mais voilà, vous arrivez, vous, caricaturiste, dessinateur satirique... Non, mais j'ai fait des dessins pour que les jeunes se protègent, par exemple. Pour une campagne, j'avais fait ça. C'est indirectement, j'avais parlé de ça, quoi. Ou si j'ai fait un dessin, par exemple, pareil, et on a cru que je me moquais des malades du sida, mais c'était au contraire pour pas les mettre dans un ghetto. C'était un curé qui distribue l'extrême onction, mais il n'osait pas entrer chez le malade du sida, il mettait l'hostie dans la boîte aux lettres. C'était dans le Canard enchaîné. Mais j'ai reçu des lettres pour ça en disant vous n'avez pas le droit de vous moquer des malades du sida. Souvent, le second degré n'est pas compris. Vous voyez, il y a un public qui ne comprend pas le second degré. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Moi, les dessins de Dubout, les dessins de Wolinski, j'aime bien. Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Ah oui, vous parlez en plus du dessin. Ah oui, Laurel et Hardy, je trouve qu'on a... J'ai jamais autant ri que devant les films de Laurel et Hardy, parce qu'il y a très peu de paroles d'abord, et Laurel surtout est un mime extraordinaire. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Tati. Ah oui. Oui. Parce que j'ai fait des dessins pour lui, figurez-vous, à la sortie de Playtime, qui était projeté à l'Empire. Il a voulu faire un programme comme pour les théâtres. Et il m'a demandé de faire des dessins. Donc j'étais à Pilote à l'époque. Donc je l'ai rencontré, je l'ai vu souvent, et c'était un personnage incroyable, quoi, qui avait le temps. Parce qu'on passait une après-midi avec lui à une terrasse de café, et
il se faisait des scénarios. Il disait, celui-là, il sort de chez sa maîtresse, par exemple. Ouais. Et il avait raison, on le voyait sortir de sa maîtresse, il regardait à droite et à gauche, on le voyait et tout ça. C'était passionnant, quoi. C'était un type qui observait les gens et il a beaucoup utilisé cet humour-là d'observation. Voilà. Oui, et de caricature aussi, avec son fameux Monsieur Hulot, bien distinct. Merci beaucoup, Cabu, pour cette conversation sur l'humour. Pas de petits dessins pour clore Mais j'ai pas eu le temps. On n'a pas le temps. Ce sera pour la prochaine conversation. Merci, Cabu. Il a fait partie des premières manifestations contre les essais nucléaires français, vote vert au premier tour, ne supporte pas les 4x4 dans Paris et circule lui-même en transport en commun. Marié alors avec Isabelle, il a travaillé pour La Gueule ouverte, premier journal écolo fondé par cette même Isabelle donc, et vous, une admiration sincère au biologiste et écrivain Jean Rostand. L'écologie, c'est le thème que nous allons développer avec vous, Cabu. L'écologie qui est rentrée dans votre vie assez tôt finalement. Vous avez une prise de conscience écologique assez tôt dans votre vie. Oui, par Jean Rostand, justement. Par lui. Oui. Et parce que figurez-vous qu'en 61, j'étais adhérent à l'Union pacifiste et et Jean Rostand organisait des manifs dans Paris, mais on n'a jamais eu l'autorisation d'entrer dans Paris. C'était des manifs contre les essais nucléaires français à Regan, dans le désert, au Sahara. Et la préfecture de police nous interdisait de l'entrée dans Paris, donc on défilait à Courbevoie. Et ça avait un retentissement quand même, vos manifestations? Non, pas beaucoup, vous savez. On était bien nombreux. Hein. On était un petit millier et encore. Oui. C'est ça, c'était très dur. Les pacifistes n'ont jamais attiré beaucoup de monde parce qu'il faut un peu d'imagination pour imaginer les catastrophes, quoi, c'est ça. Mais c'est lui vous savez, qui s'intéressait aux grenouilles. Oui. Donc c'était un savant... qui a su vulgariser son art aussi, voilà. Qui a su intéresser... et qui avait de l'humour aussi. Tout le monde, oui. Que vous aviez rencontré comment initialement? Justement, par l'Union pacifiste. Ah d'accord. Oui, il était un des premiers adhérents. L'Union pacifiste existe toujours, mais n'a pas plus de succès qu'autrefois, parce que maintenant l'armée... on n'en parle plus de l'armée, puisque c'est une armée de professionnels, on ne la voit plus. Et c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours un danger dans certains pays pour la démocratie. Et puis c'est une charge énorme. C'est le deuxième plus gros budget de la France, vous voyez. Et que quand on parle d'économie, personne ne dit qu'on pourrait réduire le budget de l'armée. Ça, personne n'y pense. Et pourtant, je ne vois pas les menaces, tellement les menaces de guerre. Il y a des menaces terroristes, d'accord, mais est-ce qu'il faut des avions, des porte-avions Moi, ça me semble toujours un gaspillage énorme, le budget militaire, dans tous les pays. L'armée, on l'a déjà dit, pas mal égratigné par vos dessins. Vous avez déjà eu 5 procès, je crois, avec l'armée, que vous avez tous perdus d'ailleurs. 6. 6, j'en ai oublié 6 procès avec l'armée. Est-ce que justement les écolos, même si vous êtes de leur bord, ça c'est pas nouveau, vous les égratignez quand même un petit peu? Oui, surtout que... Vous arrivez à être objectif? Oui, je pense que... Ils sont pas bons parce qu'ils passent leur temps avec des bisbilles intérieures au lieu de parler de l'essentiel, c'est la planète, quoi. Et puis, je pense qu'ils avaient un bon porte-parole et ils l'ont évincé, c'était Cohn-Bendit. Donc, oui, je ne suis pas content après les Verts. Mais pourtant, je pense que ce sont les écolos qui ont raison. C'est les premiers à avoir parlé de démographie, qui est la menace la plus terrible, et du réchauffement de la planète. Bon, enfin, vous savez bien, je ne veux pas attrister l'émission. Comment ça se manifeste aujourd'hui, votre soutien à l'écologie? Bon, il y a toute la dénonciation par les dessins, soit, mais est-ce que vous avez des actions concrètes en termes d'écologie? À part prendre le métro, marcher à pied dans Paris et râler contre les 4x4. Pas avoir de voiture. C'est vrai que c'est uniquement à travers mes dessins que je peux militer. C'est vrai que j'ai jamais été un militant, sauf dans mes dessins. Chacun,
Sinon, oui, je défile encore quand il y a une manif intéressante contre les centrales nucléaires, j'y vais. Mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est comme les grèves auxquelles on est habitué. C'est tellement répétitif que c'est un rituel qui ne veut plus dire grand-chose, qui énerve tout le monde et qui... Il faudrait trouver d'autres moyens d'action. Par les grèves, je pense que les gens pourraient voyager gratuitement et ça aurait beaucoup plus de succès et ça durerait moins longtemps parce que l'État perdrait de l'argent et ça s'arrêterait tout de suite. Et quelles solutions vous pourriez préconiser pour sensibiliser peut-être la jeunesse aussi ? Pas que la jeunesse, mais en tout cas les jeunes à l'écologie. Que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau oui, sensibiliser au développement durable. C'est un peu désespérant parce que, regardez, pour les 4x4, on a beaucoup parlé ces dernières années et il n'y a jamais eu autant de 4x4 dans Paris. Je pense que le fait d'en parler a déclenché l'envie d'en acheter. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt d'un 4x4 dans Paris. À la campagne, je peux comprendre, mais dans Paris, quel est l'intérêt ? Moi non plus, mais... C'est la frime. C'est la frime et la sécurité, enfin justement, je connais des dames qui disent moi, je ne prends pas les transports en commun parce que j'ai peur. Mais elles prennent leur 4x4 et elles sont obligées de se garer dans des parkings. Et là, on a la trouille dans les parkings. Donc, je ne comprends pas très bien. Qu'abus au gouvernement, à l'écologie, ça donnerait quoi ? Eh ben, déjà, tous les deux, ça c'est vous. Toi, Gênes, moi, Tarzan. Ah, c'est très saillant. Et concrètement, ça donnerait quoi qu'abus au gouvernement à l'écologie ? Alors, surtout pas au ministère de l'écologie. On a eu Roselyne Bachelot. C'était un gag, quoi, parce qu'elle était pour la chasse. Alors maintenant, on a une dame qui s'appelle Nelly Olin, qui est une... vous ne connaissez pas, hein ? Si. Ah. Vous l'avez interviewée ? Non. Mais... C'est une sénatrice. C'est une brave dame, mais je crois qu'elle n'y connaît rien du tout. Alors, bon. Et qu'abus au gouvernement, je vais réussir à avoir ma réponse, ça donnerait quoi ? C'est bien beau de critiquer les autres. Un Premier ministre écolo, peut-être, oui. Parce que c'est la priorité. Peut-être avant le chômage même. Mais justement, on pourrait créer des emplois comment on appelle ça, de proximité, partout, etc. Non, mais j'ai pas de recette magique. Mais d'abord, à mon avis, il faudrait arrêter le productivisme, vous voyez, de produire, créer toujours de nouveaux besoins. Non, ça, c'est ce qui va nous conduire à notre perte. Bien, eh bien, nous attendrons votre discours de politique générale un autre jour. Oui. Alors. Merci beaucoup, Cabu. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Il s'agit bien de Charles Trenet. Nous allons parler de lui avec vous, Cabu. Vous lui vouez une véritable admiration, ça tombe bien, moi aussi. Charles Trenet qui dit « Je fais des chansons comme un pommier fait des pommes ». Et des chansons comme ça et des pommes comme ça, il y en a eu plus de 950. Formidable. C'est quand même pas mal. Avec Revoir Paris, qui est peut-être une de vos préférées, puisque vous l'avez choisie pour entamer cette conversation. Je pense que tous les jours, on peut chanter une chanson de Trenet. Quand on revient de voyage, je chante toujours Revoir Paris. C'est vraiment la chouchoute. Oui. Mais il y en a d'autres. Quand il pleut, on peut chanter Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie. Oui. Quand il... enfin, bon, je ne vais pas vous réciter tout le catalogue. Quand on va bien, il y a de la joie. Je suis content que... Vous m'avez dit que vous l'aviez vu quand vous aviez 14 ans. Oui, sur scène, oui. Sur scène. Il n'y en a pas beaucoup de votre génération qui ont vu Trenet sur scène. Non. C'est bien. Elle était déjà plutôt jeune, mais avec une... Et vous en avez un bon souvenir. Excellent. Oui. Une très bonne énergie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet homme-là ? Il représente la joie de vivre et je pense c'est une manière d'aborder la vie. Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés aussi.
Parce que quand il a démarré en 1938, bon, aussitôt il y a eu la guerre. Bon, il a continué à chanter. Il a eu raison d'ailleurs, parce plusieurs de ses chansons étaient reprises par la Résistance. Et tout ce qu'on a dit sur lui, c'était pas vrai. Et bon, après, il a connu la vague yéyé, il a eu du mal. Il a été chanté à l'étranger. Mais il était à contre-emploi, à contre-époque surtout. Voilà, voilà. Il est revenu parce qu'un jeune producteur canadien, Roson, l'a fait remonter sur scène. Après qu'il n'ait pas été élu à l'Académie française, heureusement, sans ça, il ne serait pas remonté. Enfin, il a eu une carrière, contrairement à ce qu'on croit, assez difficile. En dents de scie, en fait. Oui. Et malgré tout, il a toujours chanté la joie de vivre. Et dans la chanson, c'est tellement rare. Parce que tout ce qui plaît dans la chanson, et ce qui est plus facile, c'est le déprimisme. C'est comme dans le cinéma, d'ailleurs. Tout le cinéma français est plutôt déprimisme. Il y a très peu de comédies, pas de bonnes comédies, que je ne parle pas des... Mais c'est vrai que c'est plus difficile toujours de faire rire ou de sourire que de faire pleurer, quoi. Je pense ça. Vous l'avez connu comment, Charles Trenet? Qui vous a initié Alors c'est mystérieux, je ne sais pas. Je l'ai vu pour la première fois en 1954 à l'Olympia, avec ma grand-mère. C'est là... Et puis, j'ai toujours trouvé que ce type-là était unique dans la chanson parce qu'il m'évoquait des tas d'images, peut-être de province, justement, et qu'il chantait tout ce qui était bon dans la vie. Donc, c'est son côté optimiste qui m'a toujours emballé. Je ne l'ai pas connu. Ah, vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, mais je n'ai pas connu l'homme, quoi. Je l'ai rencontré, après des récitals, parce que j'avais fait des dessins sur lui et il les avait demandés au journal. Mais et puis c'était un peintre, donc c'est ça un peu qui... Vous aviez des choses à vous dire? Ouais, oui. Et de quoi vous l'avez rencontré dans sa loge, notamment une fois? Oui, alors je lui disais, mais payez-vous un grand orchestre de jazz, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a démarré avec le jazz. Il a été accompagné dans plusieurs chansons par Django Reinhardt et Grappelli. Et ça s'est fait pour vous combler, parce que vous êtes un fanat de jazz aussi? Voilà. Il me disait, oui, mais non, avec un grand orchestre, on n'entend plus les paroles. Bon, on parlait de ça, on parlait du jazz. Il aimait Duke Ellington, par exemple, c'est ce qu'il préférait. C'est vrai qu'il avait raison. Vous aviez vu sa peinture? Oui. D'ailleurs, il a illustré quelques pochettes du temps où il y avait des pochettes de 45 tours. Oui. C'était une peinture assez classique, mais c'était pas un mauvais peintre. Hein. Il peignait Font-Romeu et Collioure. Et il y avait aussi de l'absurde et du surréalisme dans ses chansons. Je ne sais pas si ça ressortait dans la peinture, mais dans les chansons, ça aussi, ça a dû vous plaire, le côté un petit peu absurde. Oui, parce que voilà, c'est un type assez cultivé, contrairement à beaucoup de chanteurs actuels. Il a fréquenté Desnos, il a fréquenté Cocteau, il a fréquenté même comment s'appelle-t-il, j'ai oublié le nom, mais plusieurs poètes d'avant la guerre. Donc c'était vraiment un... Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'était spontané chez lui. C'est ça qui m'a... Je lui ai demandé souvent comment il écrivait. Il m'assurait qu'il composait en même temps paroles et musique. Ah bon? C'est-à-dire Il était au piano ça. Et en même temps qu'il composait une mélodie, il mettait des paroles dessus. Alors on va en écouter une dernière, et pas n'importe laquelle. C'est vous aussi qui l'avez choisie. C'est la dernière chanson. Voilà, c'était une chanson qui n'existe que sur un disque. C'était qu'il avait créé à la fin d'un récital pour dire au revoir aux gens le soir. Et comme il est mort, on pense à ça. Au revoir, bonne nuit, que vos rêves soient choses légères. Et demain, chantez-les mes chansons, qu'elles gardent à foison la joie dans votre maison. C'est déjà l'heure de la dernière conversation avec mon invité, le dessinateur, humoriste et satirique Cabu, qui persiste
qui persiste à vouloir me dessiner sur ces petites feuilles. Oui, oui. J'espère que vous n'allez pas répondre par un dessin à chacune de mes questions. Non, non. Ce sont des petites questions qui vont partir à droite, à gauche. Voilà, on verra le dessin à la fin de la conversation. Cabu, qu'est-ce que réussir sa vie pour vous? Ah, ça commence dur. Hein. D'habitude, je commence léger. Là, je me suis dit... C'est pas mourir jeune, hein, non. C'est sûr. Non, c'est faire ce qu'on avait eu envie de faire quand on était ado, voilà. Et dans votre cas, c'est fait. Oui. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Les démons, j'ai pas beaucoup de démons, hein, je suis assez raisonnable. Non, je ne sais pas, joker. D'accord. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Les gâteaux. Ah si, des très bons gâteaux. Ah ouais. Bien. Quelle a été la plus grande épreuve de votre vie? Mon service militaire, en Algérie. En Algérie. Pendant la guerre d'Algérie. Avez-vous un mot préféré? Charles Trenet. Ah. Que nous venons d'évoquer. Croyez-vous au hasard? Bien sûr. Et aux rencontres et tout ça, oui. Mais Et le plus beau hasard de votre vie, vous vous en souvenez? je dirais, j'ai rencontré Véronique. Ah, votre compagne, Oui. que nous saluons au passage. Avez-vous une devise? Une devise. Si je vous pose des questions trop dures, vous n'allez jamais avoir le temps de dessiner. Hein. Non, j'ai pas de devise, non. Ah, vous avez le droit de ne pas avoir de devise. Hein. Ou une phrase qui vous parle plus que C'est la l'autre. vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour. C'est de traîner encore. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Ou la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée au choix? Alors là, c'est un souvenir d'adolescence aussi, avec un copain, un gros Schmitt. On a fait le Paris-Strasbourg un jour. Enfin, on a traversé la ville de Chalon-sur-Marne, déguisé en marcheur du Paris-Strasbourg, à la marche, vous savez. Oui, très bien. Oui. L'épreuve la plus bête du monde. Et on a fait croire à toute une ville qu'on était les 2 premiers marcheurs. Mais ça tenait... ça marchait parce que le père de Gros Schmitt était commissaire de police. Donc il était dans la combine, il nous a laissé faire. Autrement, on aurait été arrêtés tout de suite. Et on voyait tous les gens aux fenêtres et en disant « C'est Gilbert Roger qui passe en tête cette année, Gilbert Roger ». Et c'est un copain, il faisait 117 kilos à l'époque, il les fait toujours d'ailleurs. Donc on a mystifié toute une ville et sûrement je me suis posé des questions après. Comment peut-on mystifier toute une ville comme ça avec un simple canular? Donc le prolongement, c'est avec une mise en scène bien réglée, on peut faire des tas de choses. Avec un discours bien torché, on peut manipuler beaucoup de gens. C'est la manipulation en fait, c'est ça. Quel talent aimeriez-vous avoir? Jouer du piano ou de la batterie. J'ai un frère qui est batteur. Vous savez que Wolinski a répondu la même chose C'est vrai quand on l'a reçu. Jouer du piano, oui. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Ah, oui. Si, j'admire des écrivains de droite, par exemple. Non. Paul Giraudoux. C'est pas Paul, c'est Jean. Jean Giraudoux. Oui, il écrit très bien. Et pourtant, oui. Mais ça m'arrive, hein, d'avoir des admirations décalées. Ben justement, en parlant d'admiration décalée, quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Certainement Mendès France, que j'ai un peu connu quand j'étais au lycée. Et pour son intégrité, quoi, évidemment. Ça ne lui a pas réussi jusqu'au bout. C'est malheureux, quoi. Il aurait pu faire beaucoup de choses si la 4e République l'avait laissé faire. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Que j'étais beau, non, c'est pas vrai. Non, mais... Ensuite, Wolinski, que j'ai cité en début d'émission, était pas mal. Hein, vous étiez l'un des meilleurs dessinateurs du monde. Oui, mais c'est un Il copain, me ça... confié après l'émission. Oui, qu'ils mais ont fait ensemble. ça compte pas, c'est un ami de 40 ans. D'accord. Si vous aviez été une femme, vous auriez voulu être qui?
Ah. Carrément, Brigitte Bardot, non, peut-être pas. Mais Brigitte Bardot, elle était belle. Hein. C'est tout ce qui compte. Non, mais oui, vous me demandez. Oui, je pense à une actrice de cinéma. Alors, Brigitte Bardot, à 20 ans, qu'est-ce qu'elle était belle. Hein. Elle était bête, mais elle était belle. Hein. Allez, dernière question. La vie que vous menez est-elle bien celle que vous vouliez? Ah oui, oui. D'abord, vivre à Paris, ça a toujours été une envie quand même. Donc, je m'en lasse pas. On peut voir, on vous laissez terminer Ah oui, oui. Alors là, c'est... le dessin qui clôturera l'émission. Je suis encore la victime de ce dessin. Mais non, évidemment, non, vous êtes moi. le bourreau. C'est moi la victime. Ah d'accord, moi je suis le bourreau. Ah oui, ça y est. Alors, on va vous demander quelques secondes de patience. Vous me soumettez à la question. Oui. C'est l'Inquisition. Dieu sait si on vous a vu dans cette position à la télé, dans différentes émissions, en train de dessiner le plus vite possible. C'est parti. Voilà. Alors. Ça a été la torture, cette émission, Cabu? Non, c'était gentil, c'était très gentil. C'était gentil? Oui. Bon. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de venir. C'était Cabu sur KTO, c'était pas une évidence. Je vous remercie, je remercie la dame du catéchisme. C'était un moment très, très agréable. Ben, j'espère qu'on vous aura découvert autrement que par vos dessins qui égratignent parfois les catholiques. En tout cas... Oui, on peut avoir plusieurs registres, vous savez. Je ne fais pas que ça. Hein. Je ne fais pas que des dessins anti-catho. Ah ben on le sait, on vous connaît bien. Merci beaucoup et puis bonne continuation. J'espère, hein. Et vous aussi. Hein. Merci. Au revoir, Cabu.